L'homme que je rencontre aujourd'hui ne devrait plus être de ce monde. Il vit avec le VIH depuis plus de 30 ans. Mais Ron Roseness a survécu et il a consacré sa vie à ceux et celles qui vivent avec le VIH et le sida. Je l'ai déjà rencontré à plusieurs reprises et aujourd'hui, on se retrouve dans son magnifique loft de Toronto. Ron Roseness savait très jeune qu'il était différent des autres, mais pour lui, ça s'est bien passé. Ses parents ont accepté son orientation sexuelle. Il a pu poursuivre ses études et il a eu une belle carrière en affaires, jusqu'au jour où les choses ont changé. Au début des années 80, Ron a commencé à se sentir de plus en plus fatigué. Il était malade, il perdait du poids. En 1987, il a été diagnostiqué avec le VIH. Ce qui devait être un arrêt de mort pour Ron Roseness est devenu un catalyseur. Plus de 30 ans plus tard, Ron Roseness est toujours là et il est devenu un des plus grands porte-parole pour les hommes et femmes qui vivent avec le VIH et le sida aujourd'hui. Ron Roseness, bonjour. Bonjour Gisèle. Dites-moi, Ron, à quel moment est-ce que vous vous êtes rendu compte que vous étiez gay? Ça fait longtemps, je pense, hein? Je pense que j'avais 11 ans et j'ai eu une conversation très adulte pour l'époque avec moi-même. Je me suis assis dans ma petite chambre à coucher et je me suis dit, écoute Ron, t'es pas comme les autres et il faut que tu fasses face à ça. Et heureusement, à l'époque, j'avais aussi des amis, de jeunes amis, dont mon cousin, qui n'est plus avec nous aujourd'hui. Mais d'autres amis que j'ai dû sortir du placard un peu en criant. Mais moi, je pense que j'en suis sorti assez facilement. Vous avez grandi à Ottawa, dans une famille juive conservatrice. Et je pense qu'à l'âge de 16 ou 17 ans, vous l'avez annoncé à vos parents. Comment est-ce qu'ils ont réagi? Je pense que c'est tout ce qu'on peut dire sur moi qui est conservateur. Mais vraiment, j'ai eu de la chance. Je n'ai rien dit à mes parents avant l'âge de, disons, de 18 ans. Mais j'ai choisi un moment, je suis venu étudier ici à Toronto, à l'Université de Toronto, et j'avais invité ma mère à dîner avec moi et je l'avais préparée comme la grande annonce. Et quand je l'ai dit, elle m'a regardé en disant « je le savais toujours ». Et elle a passé à parler d'autre chose. Quand je l'ai dit plus tard aussi à mon père, ils m'ont traité avec l'amour qu'ils m'ont toujours accordé et aussi à ma sœur et à mon frère. Comment vous avez vécu ça? Parce qu'on est à la fin des années 60, début des années 70. Il n'y a pas beaucoup de gens comme vous qui sont sortis du placard à ce moment-là. Est-ce que vous vous sentiez seul? Non, je ne me sentais pas seul parce que, comme je vous ai dit, j'avais des amis qui m'entouraient et aussi à l'école, je me sentais accepté. Je ne me suis jamais fait battu par les autres. Je ne sais pas, je pense que j'ai toujours eu comme défense un sens d'humour, si vous voulez, que je racontais des blagues, que j'amusais les gens et que, heureusement, j'ai échappé, si vous voulez, à ce genre de confrontation. Maintenant, vous avez mentionné vos études. L'autre partie de votre vie, si vous voulez, c'est vos études. Vous avez étudié en langue slave et vous êtes devenu le premier étudiant canadien à faire un programme d'échange avec l'Université de Leningrad. Comment ça s'est passé, ça? C'était vraiment une histoire de chance parce que d'abord, j'étais très fort comme étudiant en français et ça, je crois, à mon père qui avait une oreille incroyable pour les langues. Donc, pour moi, j'ai commencé les études en français en deuxième année de l'école primaire et en arrivant à l'école secondaire, on a lancé un programme de langue moderne. Donc, on m'a offert la possibilité, si vous voulez, en dixième année, d'étudier soit l'italien, l'allemand, l'espagnol ou le russe. Je me suis dit, vous savez, vous avez des grands-parents qui sont arrivés au Canada au début du 20e siècle de la Russie. Pourquoi pas explorer un peu vos racines russes? Tu vas étudier le russe. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, en arrivant à l'université, j'avais déjà 4 ans de russe
que j'avais pris à l'école secondaire. Donc, vraiment, c'est de la chance. Et je pense que pour ça, j'avais un certain avantage en arrivant à l'Université Carleton. Et donc, quand on a conclu le premier programme d'échange avec l'Université de Leningrad, parce que c'était pas encore retourné sur Saint-Pétersbourg, donc c'était Leningrad à l'époque, en 70. J'ai été choisi avec une collègue pour aller étudier pendant un an académique dans le département de la philologie de l'Université de Leningrad. Quelle belle expérience! Et le fait d'être homosexuel en URSS, c'était comment, ça? Ah, ben, j'ai dû le cacher. Alors ça, pendant un an à Leningrad, j'ai très peu fait parce qu'il n'y avait pas moyen de rencontrer les gens, mais à travers des excursions au ballet Kirov, j'ai réussi à rencontrer des danseurs. Et j'ai eu quelques aventures, quelques aventures. Mais j'ai aussi eu l'occasion de rencontrer des danseurs tels que Baryshnikov, qui n'étaient pas encore sortis de l'Union soviétique. Les danseurs russes qui avaient l'intention de fuir à l'Ouest un jour. Ils étaient très heureux de rencontrer les jeunes étudiants de l'Ouest. Maintenant, il n'y a rien dans votre parcours académique qui prévoyait votre parcours professionnel? Parce qu'à un moment donné, vous vous êtes lancé en affaires. Comment c'est arrivé, ça, de devenir entrepreneur? Je suis passé par une période, ce que j'appelle ma période dans l'enseignement, ma période académique, où j'ai enseigné au Cégep Vanier à Montréal. Donc, j'ai eu cette belle occasion, mais pour moi, le plaisir d'enseigner, ça n'a duré que 7 ans. Et je sortais aussi à l'époque de ma première relation gay avec un jeune artiste. Ça ne marchait plus. Et donc, j'ai décidé de rentrer à Toronto et je voulais devenir comédien. Et ce n'était pas le sort qui m'est arrivé. J'avais un autre destin. J'avais à l'époque aussi un grand ami allemand qui avait déménagé au Canada. Il m'a invité à participer avec lui dans sa compagnie de distribution en gros. Alors, j'ai lancé une compagnie de vente pour aider mon ami et j'ai rencontré un jeune et beau comédien de l'Alberta qui était mon ami pendant 15 ans. Alors, j'ai lancé cette compagnie, j'ai travaillé comme directeur de vente. Finalement, on a eu les droits de distribution pour les montres Swatch. Alors, j'avais affaire avec tous les grands magasins à rayons, un contraste avec ce que je faisais auparavant. Mais ça m'a permis quand même d'utiliser mon français, que j'ai toujours pu faire. Et enfin, malheureusement, j'ai établi une belle vie ici à Toronto, mais mon ami Kimball est mort en 91 à cause du sida. À cause du sida. À un moment donné, vous avez commencé à vous sentir mal, vous n'étiez pas bien, vous sentiez malade. À cette époque-là, on était, je pense, au début des années 80, le sida n'existait pas, le VIH n'existait pas ou on ne le savait pas. Qu'est-ce que vous pensiez que c'était? Je me suis rendu compte à travers des tests de sang, des anomalies dans les tests de sang, qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Au début des années 80, on lisait dans les journaux les premiers cas, surtout, et évidemment, comme on le sait très bien dans l'histoire maintenant, parmi les hommes gays. Donc, on voyageait beaucoup à New York à l'époque et on s'amusait. Et j'imagine que des relations protégées, ça n'existait pas à ce moment-là. Non, ça n'existait. Ça existait parce que on a toujours pensé à se protéger contre toutes sortes d'infections sexuellement transmises. On ne pensait pas au VIH. On ne pensait pas à une maladie fatale qui nous arriverait telle qu'on a maintenant depuis le début des années 80. Mais je date mon infection à mes visites à New York des années fin 70, quoi. Donc, au début des années 80, mon ami Kim a participé à un essai clinique où on essayait de créer un test d'anticorps pour le VIH. Alors, à l'époque, il n'y avait pas de traitement, n'est-ce pas? Donc, les chercheurs lui ont dit à l'époque,
on ne vous donnera pas les résultats parce qu'on ne veut pas vous énerver. Mais ils ont changé d'idée et en 83, ils ont dit à mon ami, vous avez testé et vous êtes positif. Alors, c'était vraiment un choc. Alors vous, quand le diagnostic est tombé pour vous, on était plus tard, Alors, on était en 87. Plus tard, on était en 87. Donc, c'était pas une surprise? Non, il n'y avait pas de surprise. C'est plutôt une confirmation de ce que je savais très bien. Quand on regarde un peu partout dans votre logement, il y a de l'art partout, il y a de l'art contemporain partout. Oui. Pourquoi l'art contemporain en particulier? Ça a commencé à me fasciner depuis mon plus jeune âge. Et j'avais comme premier ami un jeune artiste qui malheureusement est aussi décédé au début des années 80, un monsieur de Toronto qui s'appelle John Street. C'est lui qui a lancé mon intérêt dans les tableaux, dans l'art et dans l'art contemporain. Et depuis bien des années, je fais le tour des galeries, je collectionne. Vraiment, le monde de l'art contemporain me fascine beaucoup, beaucoup. Ron, vous m'avez dit que vous avez toujours eu une facilité pour les langues. Vous avez commencé à apprendre le français à la deuxième année, donc Voilà. à l'âge de 7 ans à peu près. Mais bon, il y a avoir la facilité pour les langues, mais il y a la pratique de cette langue qui est importante aussi. Et vous, de toute évidence, vous pratiquez le français parce que vous le parlez très bien. Merci. Heureusement, mon travail m'a toujours permis beaucoup d'occasions pour parler français. Donc, je m'en suis servi assez fréquemment au courant des années, Et je heureusement. Et surtout quand je travaillais même dans le VIH au niveau national, notre organisme était fondé par l'Agence publique du Canada. Donc, il a fallu tout traduire en français et conduire les affaires de notre organisme aussi en français. Donc, à l'époque, j'ai rarement eu l'occasion de parler aux médias en anglais, en ma langue maternelle, mais plutôt et beaucoup plus fréquemment en français. Ron, ça fait déjà plusieurs années qu'on se voit de temps en temps. Vous me paraissez toujours en grande forme, pourtant vous vivez avec le VIH. Comment vous maintenez la forme? Alors, à un moment donné, j'ai laissé tomber quelques drogues récréatives. J'ai cessé de fumer. J'ai commencé un programme d'exercice et j'ai découvert le yoga. Donc, j'ai pu faire sortes de choses pour moi. J'ai aussi développé avec des experts à l'époque un programme de supplémentation avec des vitamines. Et j'ai aussi une longue histoire avec un pratiquant de la médecine traditionnelle chinoise, ici à Toronto. Alors, j'ai fait, si vous voulez, un mélange de soins personnels de l'Est et de l'Ouest. Mais en plus de ça, si vous êtes encore là aujourd'hui, plus de 30 ans plus tard, avec le VIH, c'est parce que vous êtes une de ces rares personnes dans le monde qui avait un bagage génétique, je crois, qui vous protège du VIH. Est-ce que c'est juste de dire ça? Oui, il y a des raisons pour lesquelles je suis un survivant, ce qu'on appelle un survivant à long terme, n'est-ce pas? Alors, je faisais des essais cliniques. Alors, à l'époque, ils ont découvert que j'avais une mutation qui se trouve dans la littérature des années de la peste bubonique. Oui, et ça touche vraiment très peu de personnes. Mais il paraît que j'ai cette mutation qui rend l'infection et le niveau, the rate of infection, plus difficile. Mais je vous dis ça parce que, disons que j'ai eu de la chance génétique, mais je dis toujours que j'ai eu beaucoup de chance et que je me sens comme quelqu'un d'assez privilégié, ce qui me permet d'être ici avec vous aujourd'hui. Et j'ai vraiment appris dans tout le travail que je fais que les gens font face à des défis qui sont vraiment beaucoup, beaucoup plus difficiles
Et ça m'a beaucoup motivé dans le travail que j'ai fait dans le domaine du VIH. Vous avez eu de la chance, et vous le savez que vous avez eu de la chance, mais vous avez vécu cette époque où vous avez vu des proches de vous, des amis, votre partenaire même, qui sont décédés de cette maladie. Vous avez vu les ravages de cette maladie-là. Comment vous avez vécu ça, sachant que eux, ils partaient, mais vous restiez là? Si j'ai de la chance aussi, je vous dirais honnêtement, j'ai de la chance de ne pas souffrir de la dépression. Ça m'a beaucoup aidé à garder une attitude positive. Est-ce que vous sentiez à un moment donné que vous étiez peut-être le prochain sur la liste de victimes? Non, j'étais toujours un peu ignorant en ce qui concerne mon sort. Disons que ça m'a vraiment étonné d'avoir eu mes 50 ans et ensuite mes 60 ans et bientôt, là maintenant j'ai 66, donc peut-être je fêterai mon 70e, mais je me rends compte vraiment de façon très profonde les années des grandes pertes d'amis, de militants dans la communauté. Je suis très conscient des épaules de tous ces gens, de tous ces amis sur lesquels je me tiens aujourd'hui et qui m'ont permis de faire le travail que j'ai réussi à faire, un travail que j'ai beaucoup fait en collaboration et en souvenir de tous les amis que nous avons perdus. Ron, vous venez de recevoir une enveloppe qui vient de Rideau Hall, la chancellerie des distinctions honorifiques de Rideau Hall. Ah, mon Dieu. Appointment to the Order of Canada. Wow! Félicitations! Merci. Vous le saviez, mais bon, c'est... Mais il y avait des rumeurs, mais je m'attendais pas à ça. C'est l'Ordre du Canada, c'est quand même pas n'importe quoi. C'est incroyable. C'est bien. Mais non, je m'attendais pas à ça. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ça? Là, vous me trouvez un peu émotionnel parce que je n'ai jamais pensé à recevoir l'Ordre du Canada. Mais je pense vraiment que je l'accepte. Je l'accepterai au nom de tous ceux avec qui j'ai milité, avec tous mes amis, surtout ceux qui ne sont plus avec nous et surtout aussi ceux qui sont encore en bonne vie et qui le méritent autant que moi. Félicitations. Merci. Merci. On sait qu'au fil des ans, il y a eu des grands progrès scientifiques par rapport au sida, par rapport au VIH. À quel point ces progrès-là ont changé la vie de gens comme vous? À partir de l'année 96, à la conférence qui a eu lieu à Vancouver, la conférence sur le sida, organisée par la Société internationale du sida. Et cette année-là, ils ont annoncé l'effet spectaculaire, si vous voulez, d'avoir 3 classes de médicaments à utiliser ensemble contre le virus. Et on a vu pour la première fois jusqu'à quel point on arrivait à supprimer la réplication du virus avec ce qu'on appelle le triple thérapie. Alors, dans les années à suivre, on a vu l'effet Lazarus, comme on dit, où les gens se sont levés du tombeau et qui sont retournés à la vie. Et vraiment, c'est à partir de ce moment-là. Mais on a vécu aussi une très longue période, disons que des gens comme moi, qui ont commencé à prendre des médicaments bien avant. En 88, on prenait l'AZT, qui était le premier médicament, ensuite 2 et 10 ans après le triple thérapie. Donc, on a maintenant une trentaine de médicaments dans des classes différentes pour traiter le VIH.
Il n'y a pas de guérison, mais les médicaments sont devenus de plus en plus faciles à prendre et avec beaucoup moins d'effets secondaires, surtout les changements métaboliques qui faisaient qu'on perdait du poids dans le visage. Il était évident qu'on avait le VIH, non à cause du virus, mais à cause de ces médicaments. Mais on a fait aussi beaucoup de progrès avec de nouvelles classes de traitement, donc beaucoup plus facile à traiter et à adhérer au traitement pour le VIH. Ce genre de progrès, mais il reste encore d'énormes frontières à franchir. Mais est-ce qu'on voit la maladie de la même façon qu'on la voyait à la fin des années 80 et 90, ou est-ce qu'on est devenu complaisant face au sida? Il y a une certaine complaisance, on ne peut pas le nier. Il y a certaines attitudes, mais il y a des attitudes différentes. Il y a des jeunes qui veulent vraiment se protéger, veulent savoir comment le faire. Il n'y a pas beaucoup d'éducation dans les écoles, donc ça nous empêche souvent. Et c'est souvent la responsabilité de nos organismes qui travaillent dans la lutte contre le VIH de fournir cette éducation. C'est le travail des parents, pas souvent les écoles. Les jeunes n'ont pas eu l'expérience de perdre leurs amis, de bien comprendre qu'est-ce que c'est avoir le VIH et ne pas avoir de traitement. Ça, vraiment, c'est un peu absent. Au Canada, 1 personne sur 5 ne connaît pas le fait que lui ou elle porte le virus ou est VIH positif. Nous n'avons pas encore réussi à identifier cet individu et à créer pour cet individu une relation de confiance avec le système de santé afin qu'on puisse faire le diagnostic du VIH. Aujourd'hui, les gens qui sont bien supprimés, qui ont le virus contrôlé par les médicaments, ne sont plus infectieux. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important qu'il faut vraiment expliquer aux gens. Donc, ce qui est très intéressant maintenant dans le traitement du VIH, c'est qu'on s'est rendu compte que le traitement, c'est une forme de prévention. Vous vivez avec la maladie depuis plus de 30 ans maintenant. Vous vous considérez comme un pionnier parce que vous êtes parmi les premiers à vieillir avec le VIH. Qu'est-ce que ça apporte comme défi, ça? Ben, ça nous apporte des défis un peu inattendus. Les gens vieillissant avec le VIH ont des problèmes de foie, de reins, d'os, l'ostéoporose et aussi un certain nombre de cancers disproportionnels comparés à la population générale. Et c'est à cause de la maladie ou c'est à cause des médicaments que vous avez pris toutes Les ces deux, années-là? probablement, à cause de l'âge, parce que nous vieillissons tous. Donc, on cherche vraiment à mieux comprendre qu'est-ce qui se passe chez les gens vivant ou vieillissant avec le VIH. Et vraiment, c'est une combinaison de l'âge chronologique, de l'activité persistante du virus et aussi les effets et les toxicités de nos médicaments. Donc, on essaie maintenant de bien to unpack, de bien comprendre ce qui se passe dans ces relations très compliquées. On parle de vous comme étant un survivant du VIH et que vous vivez avec le VIH depuis toutes ces années, mais vous n'êtes pas seul à défendre les droits des gens comme vous, finalement. Non, pas du tout. Et à un moment donné, je me suis rendu compte jusqu'à quel point c'est vrai encore de nos jours que je suis parmi les très, très peu de personnes qui sont confortables à parler du VIH dans le domaine public. Mais je ne suis pas le seul. Je me tiens sur les épaules, si vous voulez, et aussi à côté de grands amis et collègues tels que Maggie Atkinson, Tim McCaskill, qui étaient là au début et bien avant moi
qui sont des gens très importants dans la lutte contre le VIH, Greg Robinson et surtout ma grande amie Louise Binder, avec qui nous avons dirigé le travail du Conseil de surveillance et d'accès au traitement. Mais si je peux dire qu'il y a une chose dont je suis assez fier, c'est d'avoir pu travailler avec des gens à qui on a donné la possibilité de parler dans leur propre voix. Et pour moi, c'est devenu vraiment extrêmement de grande valeur, si vous voulez. Ron Roseness, merci beaucoup. Merci à vous, Gisèle. L'homme que je rencontre aujourd'hui ne devrait plus être de ce monde. Il vit avec le VIH depuis plus de 30 ans. Mais Ron Roseness a survécu et il a consacré sa vie à ceux et celles qui vivent avec le VIH et le sida. Je l'ai déjà rencontré à plusieurs reprises et aujourd'hui, on se retrouve dans son magnifique loft de Toronto. Ron Roseness savait très jeune qu'il était différent des autres, mais pour lui, ça s'est bien passé. Ses parents ont accepté son orientation sexuelle. Il a pu poursuivre ses études et il a eu une belle... Ron Roseness, bonjour. Bonjour, Gisèle. Dites-moi, Ron, à quel moment est-ce que vous vous êtes rendu compte que vous étiez gay? Ça fait longtemps, je pense, hein? Je pense que j'avais 11 ans et j'ai eu une conversation très adulte pour l'époque avec moi-même. Je me suis assis dans ma petite chambre à coucher et je me suis dit, écoute, Ron, t'es pas comme les autres et il faut que tu fasses face à ça. Et heureusement, à l'époque, j'avais aussi des amis, de jeunes amis, dont mon cousin, qui n'est plus avec nous aujourd'hui. Carrière en affaires, jusqu'au jour où les choses ont changé. Au début des années 80, Ron a commencé à se sentir de plus en plus fatigué. Il était malade, il perdait du poids. En 1987, il a été diagnostiqué avec le VIH. Ce qui devait être un arrêt de mort pour Ron Roseness est devenu un catalyseur. Plus de 30 ans plus tard, Ron Roseness est toujours là et il est devenu un des plus grands porte-parole pour les hommes et femmes qui vivent avec le VIH et le sida aujourd'hui. Je suis venu étudier ici à Toronto, à l'Université de Toronto, et j'avais invité ma mère à dîner avec moi et je l'avais préparé comme la grande annonce. Et quand je l'ai dit, elle m'a regardé en disant « je le savais toujours ». Et elle a passé à parler d'autre chose. Quand je l'ai dit plus tard aussi à mon père, ils m'ont traité avec l'amour qu'ils m'ont toujours accordé et aussi à ma sœur et à mon frère. Comment vous avez vécu ça? Parce qu'on est à la fin des années 60, début des années 70. Il n'y a pas beaucoup de gens comme vous qui sont sortis du placard à ce moment-là. Est-ce que vous vous sentiez seul? Mais d'autres amis que j'ai dû sortir du placard un peu en criant. Mais moi, je pense que j'en suis sorti assez facilement. Vous avez grandi à Ottawa, dans une famille juive conservatrice. Et je pense qu'à l'âge de 16 ou 17 ans, vous l'avez annoncé à vos parents. Comment est-ce qu'ils ont réagi? Je pense que c'est tout ce qu'on peut dire sur moi qui est conservateur. Mais vraiment, j'ai eu de la chance. Je n'ai rien dit à mes parents avant l'âge de, disons, de 18 ans. Mais j'ai choisi un moment,